L'utilisation des médias sociaux au Sénégal exige-t-elle un encadrement comme suggéré par certains observateurs? Les dérives régulièrement décriées ont-elles atteint un stade aussi alarmant? Et si on mettait enfin le curseur sur les bons côtés d'Internet? Avec quelle formation et sensibilisation? Quel regard sur l'entrepreneuriat dans ce contexte de semaine mondiale dédiée à la question? Quel impact des réseaux sociaux sur la citoyenneté et l'engagement politique à quelques mois des élections territoriales? Pour en parler, ce dimanche, un fin connaisseur en la matière, enseignant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, chercheur junior en sciences de l'information et de la communication, directeur de l'Observatoire des usages du numérique du Sénégal, spécialiste des civic tech, Fernand Nino Mendy est l'invité de E-Tech ce dimanche 14 novembre 2021, après les éditions de 7h et 12h. E-Tech, l'émission d'un monde qui change, présentée par Ousmane Gueye. Bonjour à tous, bienvenue dans ce bel espace de savoir qui s'appelle Université Gaston Berger où nous sommes en déplacement ce 14 décembre 2021 à la rencontre d'un expert reconnu des médias sociaux. Bonjour Fernand Nino Mendy. Bonjour mon grand Ousmane Gueye. Merci infiniment. C'est vous le grand Fernand Nino Mendy. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir de vous retrouver à Sanar. Le grand y fait allusion sûrement. Vous avez été mon directeur de publication au journal de l'université, le journal de campus pour les connaisseurs. Quand déjà très jeune étudiant, nous rédigeons des articles sur la vie universitaire, la marche de l'UGB, le devenir de ses produits, l'état de la connaissance dans le monde, pour reprendre le fameux livre de la consoeur Valérie Trierweiler en France. Merci non pas pour ce moment, mais pour ces moments. Si E-Tech s'ouvre à vous aujourd'hui, c'est pour jeter un regard savant sur l'évolution des réseaux sociaux au Sénégal, leur impact dans tous les domaines. J'aimerais bien qu'on réserve d'ailleurs une place de choix à la politique avec la perspective des élections du début de l'année prochaine. Communicant, spécialiste en stratégie et communication publique, vous avez occupé successivement les fonctions de directeur de la communication et du marketing, de conseiller en communication du recteur et chef de service administratif du centre de calcul Ousmane Seck de l'UGB de Saint-Louis, où vous intervenez également en qualité de professionnel depuis 2010. Chercheur junior en sciences de l'information et de la communication, là vous touchez directement à notre domaine. Vous êtes doctorant finaliste en co-tutelle avec l'université Paris 13 et l'UGB, avec pour focus la citoyenneté numérique au Sénégal et les civic tech. Aujourd'hui, directeur de Numéris, l'Observatoire des usages du numérique du Sénégal. Vous êtes le chef du pôle dispositif, normes et usages du numérique du laboratoire Gradis à Sanar. Et dans ce cadre, pour finir, Fernand Nino Mendy a organisé des panels sur les civic tech au Sénégal. Le premier sur l'État sénégalais et les réseaux numériques et le deuxième sur la contribution des civic tech à la participation citoyenne et la transparence publique. On ne dit pas second parce qu'on espère bien sûr que la série va se poursuivre sur ces panels intéressant pour les observateurs. Membre de la Société française des sciences de la communication, pour finir, membre du réseau européen de recherche démocratie électronique, vous préparez avec l'équipe de recherche du Gradis de l'UGB un colloque international sur les civic tech en 2022 au Sénégal. J'imagine que c'est un choix côté calendrier qui n'est pas fortuit avec les locales de janvier 2022. L'utilisation des réseaux sociaux justement en termes de mobilisation électorale, de marche, de manifestation, j'imagine elle est à son apogée au Sénégal? Oui, partout où les libertés publiques sont menacées, partout où la liberté d'expression est menacée, partout où l'État ou les gouvernants ont l'ambition de réguler ou de menacer en tout cas les libertés publiques, les réseaux sociaux deviennent une alternative. C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, avec le taux de pénétration de plus de 23% qui est donné, environ plus de 4 millions de Sénégalais aujourd'hui sont dans Facebook et un peu plus dans WhatsApp, etc. Effectivement, les réseaux sociaux aujourd'hui ont un enjeu considérable sur l'état de notre pays, mais aussi sur l'avenir de notre pays, parce que les domaines qui étaient là, les domaines réservés à la limite de l'État, vont être commentés, vont être discutés par ces nouveaux acteurs qui ont aussi plus de connaissances, ou autant plus de connaissances que les gouvernants. Voilà pour la première fois dans l'histoire que des médias permettent à des citoyens de visage inconnu, invisible, puissent à connaissance égale s'adresser à des gouvernants qui jusque-là pensaient avoir le monopole du savoir, le monopole de la connaissance, le monopole médiatique. Et aujourd'hui, l'enjeu
avec toutes les conséquences qu'on peut en tirer, c'est que l'État a perdu le monopole médiatique. Et c'est ça la grande vérité à laquelle il faut faire face. Et sans trop céder à l'euphorie, ce serait presque la phase ultime de la démocratie, quand par exemple le citoyen qui ne connaissait pas les médias classiques, la radio, la télé, la presse, est-ce qu'on peut parler d'une fin ultime finalement, de l'étape ultime de la démocratie avec ce retournement de situation? En réalité, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a un usage des réseaux sociaux dans le domaine politique qui peut tuer même la démocratie. C'est un autre danger. Mais à l'étape où nous sommes dans une étape de la déconstruction. Mais il y a des aspects positifs. Oui, j'en viens. C'est pour dire, c'est juste pour un peu arrêter l'euphorie par rapport à là où un certain usage peut nous amener. Mais l'étape où nous en sommes, c'est une étape de la déconstruction. Et pourquoi je parle de déconstruction? Parce que l'État sénégalais a encadré l'espace public depuis sa naissance en 1960 jusqu'à nos jours, jusqu'en 90, jusqu'en 2000. Pour des raisons objectives que je peux évoquer très rapidement. L'État avait le monopole médiatique, c'était une seule radio, puis une seule télé. Après, l'ouverture vers le pluralisme est venue par la force. Et dans ces médias d'État, il y avait un personnel politique. C'était des personnels qui étaient des responsables politiques, qui étaient journalistes, qui étaient affectés. Et tous ceux qui n'avaient pas un discours qui arrangeait le gouvernement étaient mutés ou même licenciés. Donc c'est ceux qui ont fui ces médias ou chassé de ces médias d'État qui ont été à l'origine de la presse privée. Mais à partir de 2000, vous avez Seneweb qui vient comme un pur player de manière historique et ça permet de régler beaucoup de problèmes. Maintenant, nous sommes à l'étape de la déconstruction parce que quand l'État perd le monopole médiatique, mais il perd en même temps le monopole de la parole dans l'espace public. Et c'est là que les réseaux sociaux ont un sens. Non seulement avec les réseaux sociaux, il ne s'agit plus d'être une élite ou d'être membre de l'élite, quelle que soit la nature de l'élite, pour avoir droit de citer dans les plateaux de télévision ou de radio classiques, etc. Aujourd'hui, il suffit d'avoir de la connaissance ou d'être suivi pour être un leader dans les réseaux sociaux. Cela donne quoi? Cela veut dire que l'État, en perdant le monopole médiatique, a perdu aussi d'autres monopoles qui ont des conséquences. Mais justement, on en parlait avec votre devancier à ce micro, l'ancien journaliste expert audiovisuel Adam Sow, la semaine dernière sur e-radio. Est-ce que l'État le comprend comme ça, en un temps où il y a une omniprésence sur Internet? On nous impose en même temps un chef de l'État qui doit nous prendre 30 minutes, pour exagérer un peu, du journal télévisé de RTS. Est-ce que l'État comprend? Est-ce que l'État n'est pas déconnecté des réalités? Non. Vous savez, l'État est plus informé que quiconque. Vous ne pouvez pas avoir à votre disposition toute la puissance publique sur une population de 17 500 000 habitants et dire que vous ne connaissez pas la réalité. L'État sait très bien, les gouvernants actuels, futurs ou même passés ont toujours eu les bonnes informations, mais nous avons une certaine culture du pouvoir politique qui fait que nous sommes toujours dans ce cadre de la préservation, de l'encadrement, des histoires à la limite régaliennes pour empêcher aux gens d'aller plus loin. C'est ça, mais l'État sait très bien ce qui se passe. Mais la vérité, c'est que malgré la demande aujourd'hui d'expression publique, mais dans ces médias, non seulement dans certains médias classiques, mais dans les médias d'État aujourd'hui, mais seuls les partis ou ceux qui sont avec les gouvernants en place qui ont droit de parole dans ces médias. Mais justement, médias d'État, est-ce que ce n'est pas ça qu'il faudrait dépasser comme appellation? Non, effectivement, même si le média, en termes de financement, le statut social appartient à l'État, mais son management, sa gouvernance doit être fondée sur un principe citoyen. Des médias financés avec l'argent du contribuable, il faut le rappeler. C'est ça. Donc, normalement, le problème de la pluralité du discours dans ces médias ne devrait pas se poser. Mais malheureusement, nous sommes dans un contexte où, et ce n'est pas seulement le Sénégal, c'est beaucoup d'États, africains pour la plupart, qui ont cette vision que tous les médias d'État ne doivent parler
que ne doit donner la parole qu'à ceux qui sont autour du gouvernement. Et ça pose problème. Fernand Nino Mendy, spécialiste médias sociaux, nouveaux médias, est notre invité ce dimanche sur iRadio, ce dimanche 14 novembre 2021. Et bien évidemment, nous restons un peu dans l'actualité des médias sociaux, des réseaux sociaux plus spécifiquement. Comment est-ce que vous observez, disons, ce bouillonnement à partir de Sanar? C'est parce que vous devez tout calculer que vous travaillez pour un centre dit de calcul de l'UGB? Non, un centre de calcul, sa mission, c'est une mission de recherche, de formation. Mais pour calculer, il faut créer un centre? Non, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les calculs informatiques ou les calculs numériques. Aujourd'hui, l'instrument que vous êtes en train d'utiliser enregistre avec une vitesse. Et cette vitesse, elle se calcule. Et c'est grâce aux recherches qui sont faites pour améliorer la vitesse de ce calcul qu'aujourd'hui, ce micro que vous avez aujourd'hui, est différent du micro d'il y a 20 ans. C'est grâce à un calcul informatique, un calcul numérique. J'imagine qu'un supercalculateur va suivre. On espère. Je ne sais pas si l'UGB a les moyens de disposer d'un supercalcul, mais nous sommes invités par l'État du Sénégal dans le cadre du supercalculateur qui a été installé à Diamniadio pour pouvoir nous aussi stocker des données, etc. Voilà. Mais nous sommes dans la dynamique du supercalculateur de l'État. Globalement, si on devrait faire un point rapide sur l'utilisation des réseaux sociaux au Sénégal de ces dernières années, est-ce qu'on peut dire que les avantages l'emportent sur les effets peut-être négatifs, ou c'est plutôt l'inverse? Je sais que c'est un bilan difficile, mais j'aimerais bien, en tant qu'observateur de la scène des réseaux, que vous placiez quand même un petit point là-dessus pour l'auditeur. Mais vous savez, on ne peut pas arrêter l'intelligence humaine. Aujourd'hui, dans le domaine de la médecine, il y a des questions plus sérieuses que celle-là. Et c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les avantages des réseaux sociaux sont 1000 fois plus intéressants que les aspects négatifs. Pour une raison très simple. C'est peut-être au plan politique qu'il y a beaucoup de préoccupations. Mais combien de Sénégalais aujourd'hui ont trouvé des opportunités à travers les possibilités qu'ils ont d'informer et de diffuser des choses à travers les réseaux sociaux? Combien de Sénégalais, combien de jeunes Sénégalais aujourd'hui travaillent exclusivement avec les médias sociaux ou les réseaux sociaux et ils parviennent à nourrir leur famille? Ça, c'est un bilan. Pourquoi on se focalise sur la volonté de limiter l'expression des citoyens en voulant regarder que seulement l'usage politique ou politiste des réseaux sociaux? L'autre aspect, c'est que vous avez affaire à des citoyens que vous ne pouvez pas arrêter. Le niveau d'instruction a beaucoup évolué. Les citoyens s'informent. Et vous savez, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, la politique n'est pas la première activité des Sénégalais dans les réseaux sociaux. La première activité des Sénégalais dans les réseaux sociaux, c'est l'amitié. Ce sont des discussions, parfois entre familles, peut-être des relations amoureuses. C'était le sens d'ailleurs de Facebook au départ. Qu'on le veuille ou pas, les réseaux sociaux sont restés d'une part, et même, voire scientifiquement, des réseaux sociaux, où se tissent des relations. C'est ça la première. D'abord et avant tout. Avant tout. Et aujourd'hui, je n'ai pas connaissance d'études qui dit que l'usage le plus récurrent des réseaux sociaux dans le monde fait appel à autre chose. C'est d'abord pour établir des relations. La politique est peut-être la deuxième ou troisième, ou voire même cinquième activité des Sénégalais dans les réseaux sociaux. J'attends un rapport dans ce sens. Malheureusement, c'est seulement le rapport dans le domaine du marketing dont j'ai connaissance, mais pour le moment, je n'ai pas encore un rapport sur le classement des différentes activités par rapport à 2021. Est-ce qu'il y a des rapports annuels qui font un peu l'état de la situation par rapport aux différents usages? Est-ce que ça existe au Sénégal? Non. D'ailleurs, c'est ce qui nous permet de parler de la pertinence de la mise en place d'un observatoire des usages. Voilà, un observatoire des usages, c'est un peu mener des études périodiques. C'est un observatoire, je précise, qui est autonome et qui est indépendant. De mener des études dans des domaines bien précis à partir de statistiques et de manière périodique pour pouvoir dire voici l'état de la situation. Mais il se trouve que l'ensemble des réseaux sociaux que nous suivons, il y a HotSuite et également WeArt Social qui sont des organisations qui font l'état des usages des réseaux sociaux et qui envoient des rapports parfois par 2 mois. Il y a pas, la périodicité peut ne pas être fixée, mais moi par exemple, parce que j'enseigne également l'inbound marketing qui est le marketing digital, où nous recevons des rapports de manière régulière sur les usages qui sont faits
globalement dans le monde des réseaux sociaux, de l'Afrique et parfois du Sénégal. Oui, et si on en revenait à la politique, c'est important, on l'a dit tout à l'heure, Fernandino Mendy, avec la perspective des élections territoriales du dimanche 23 janvier 2022, actuellement, on a parlé des citoyens vis-à-vis de la politique, mais qu'en est-il des politiques eux-mêmes? Est-ce qu'ils arrivent à tenir les bonnes ficelles pour utiliser ces réseaux sociaux en direction des populations? Oui, vous savez quand même, moi déjà, je ne pense pas qu'il y ait un déficit de connaissance de l'enjeu des réseaux sociaux pour la pratique ou la compétition politique au Sénégal. Je pense que l'ensemble des acteurs politiques ont bien connaissance des avantages des réseaux sociaux. Le problème, c'est comment les manager. Parce que manager son image dans les réseaux sociaux, ce n'est pas une mince affaire. C'est difficile déjà qu'une seule personne s'en occupe. Parce qu'il y a énormément de fonctions pour pouvoir manager et suivre, réussir vraiment sa présence digitale. Ça, c'est une question. Maintenant, vous savez, au Sénégal, on parle du fichier électoral. Il existe en version numérique. Tout ce que nous faisons en ce qui concerne l'ensemble des pièces qui nous permettent de participer ou de réussir une élection au Sénégal est numérisé. La connaissance, et que ce soit ceux qui gouvernent, que ce soit également ceux qui sont dans la compétition politique, savent très bien dans l'opposition, savent très bien que toutes ces tâches sont faites de manière automatique à travers des technologies. Cela veut dire qu'ils comprennent l'enjeu. Le problème maintenant, c'est comment s'organiser pour pouvoir gérer leur présence médiatique au plan des réseaux. Ça, ce n'est pas un travail facile. Oui, mais justement, les stratégies, on parle de ça. Les stratégies, comment est-ce que les politiques s'y prennent pour maîtriser l'usage et puis en profiter? Oui, moi, j'ose dire que beaucoup de partis politiques au Sénégal, pour ne pas parler seulement de l'État, ne peuvent pas, ou en général, n'ont pas de véritable stratégie. Parce que les stratégies, pour en parler, et je vous disais que j'enseigne l'inbound marketing, qui est un nouveau marketing qui est exclusivement digital, se fait en regardant les stratégies qui sont déployées pour l'inbound marketing. Les hommes politiques ne procèdent pas de la même manière. Et la stratégie d'inbound marketing qui se fait pour les produits et les services, etc., à la limite, s'appuie sur les mêmes ressorts, sur la même démarche, sur le même personnel, sur la même rigueur que dans le domaine politique. Du moment que moi, je ne vois pas encore au Sénégal un parti qui fonctionne de la sorte, je pense que les partis peuvent connaître, mais ne sont pas encore arrivés à ce niveau où ils mettent carrément l'ensemble du dispositif pour réussir la stratégie digitale. Il y a des jeunes qui sont recrutés, des militants volontaires qui font des publications, mais ça ne se limite pas là quand on veut parler réellement de stratégie numérique. On parle beaucoup de deux leaders, ou en tout cas de deux personnalités dans l'arène politique, le chef de l'État, Macky Sall, de l'autre côté un opposant qui s'appelle Ousmane Sonko. On s'arrête beaucoup sur ces deux cas quand on parle d'usage des réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut avoir un regard en termes de comparaison très rapidement sur les deux personnalités? Oui, ce que je sais, c'est plutôt le chef de l'État. Je sais que à son niveau, il y a une organisation autour de sa page ou de ses pages ou de ses comptes. Pour le leader président du PASTEF, j'avoue que je ne sais pas comment il est organisé, mais je sais qu'il y a un minimum d'organisation autour. La comparaison, c'est quoi? C'est qu'ils sont tous les deux en fait dans la même dynamique. La dynamique, c'est quoi? C'est de publier. Ils publient leur activité, ils parlent de leur activité, mais je doute qu'ils vous répondent, que ceux qui écrivent qu'ils les répondent. En général, ils ne répondent pas. Cela veut dire que... C'était la remarque que nous avions faite d'ailleurs à Ousmane Thiongane, qui est le patron de l'unité digitale de la présidence, qu'on dit que le président est très en ligne, il est très à la mode digitale, mais en même temps, on ne sent pas un retour. Il tweet, mais on ne sent pas de retweet ou de détweet. C'est ce que j'évoquais en parlant de stratégie digitale. Parce que dans l'autre domaine du marketing, quand les gens écrivent, vous répondez. Et il y a un certain nombre de statistiques que la plateforme Facebook, ou en tout cas l'ensemble des plateformes peuvent vous donner. Voilà, ça c'est automatique. Mais il y a des questions qui méritent réponse. Il y a un comportement à tenir qui est très professionnel, qui peut être très professionnel quand on a une stratégie numérique. Cela veut dire quoi? Que ce que nous avons en réalité, ce sont, à la limite, ils ne sont pas loin des usagers ordinaires de ces réseaux-là. La seule chose qu'ils assurent, c'est d'informer. Et c'est là qu'il y a problème, parce que la communication, c'est pas seulement, elle dépasse
la transmission unilatérale de l'information. La part de communication, donc dans les deux sens. Voilà, ça va dans les deux sens. Mais quand il n'y a pas d'interactivité, quand la personne vous dit juste ce qu'elle est en train de faire, et quand vous lui posez une question sur ses motivations ou certaines choses, elle ne vous répond jamais. Au fond, des gens comme moi, par exemple, je ne vais jamais voir ces pages-là. Parce que pour moi, ça n'a pas de sens. Je vais voir des pages où quand vous parlez à la personne vous répond. Je vais voir des pages où quand je suis sûr que c'est la personne elle-même qui publie. Et quand vous lui envoyez un message en privé, il répond, ou quand vous faites un commentaire, il vous répond. Mais quand quelqu'un vous écrit à la place de quelqu'un d'autre. Voilà, écrit à la place de... C'est pas intéressant. Parfois, par nécessité, j'avoue, je regarde la page du président, compte tenu de, voilà, des démarches comme celle-ci, cette responsabilité que nous avons de parler aux citoyens en tant que professionnels. Je regarde autant la page du président que d'autres pages, ne serait-ce que pour voir un peu comment ils fonctionnent. Mais en général, je ne m'y attarde pas, parce que je sais que ce n'est pas eux-mêmes qui écrivent, etc. Et ils ne répondent jamais. Globalement, est-ce que d'ailleurs, Fernandino Mendy, le rapport de nos dirigeants à Internet, est-ce que c'est un rapport en meilleure forme actuellement? Parce que de plus en plus, on voit beaucoup de sites institutionnels, mais qui ne sont pas actualisés. Quand on s'y rend, on n'a pas l'information que l'on vient chercher en temps réel. Qu'est-ce qui expliquerait cela? Négligence, inconscience, manque peut-être de compétences, ou les trois à la fois? Non, on n'y met pas les moyens. C'est un problème. Est-ce que vous pensez que c'est un problème de moyens? Je vais vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a un facteur explicatif qui fait qu'on n'y met pas les moyens. On n'y met pas les moyens parce que l'on pense que ce n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, par définition, c'est ce qui ne peut pas ne pas être. Mais ces gens ne pensent pas que cet enjeu de la nécessité s'impose. Ils ne le pensent pas comme ça. C'est la raison pour laquelle... Et vous savez, le problème, ce n'est même pas au niveau des personnalités ou des autorités, etc. Même au niveau des entreprises qui sont privées, où la page... Parce qu'aujourd'hui, le premier élément de contact, que ce soit du citoyen ou du consommateur, du client avec une entreprise, en général, en dehors du produit qu'il peut voir ailleurs, mais c'est Internet. Aujourd'hui, je vous donne un exemple banal parce que vous avez souhaité, vu les questions, je me suis dit peut-être vous allez me parler du partenariat mondial, du partenariat de la gouvernance ouverte. Allez-y. Le PGO. J'ai tenté de regarder le site du PGO Sénégal, mais en général, il n'y a pas beaucoup de mouvements. Il n'y a pas beaucoup de mouvements. Et ça, c'est au-delà même des personnalités, c'est une question de contexte. Parlant de moyens, nous avons encore 2 minutes avant la pause. Comment est-ce que vous travaillez à l'observatoire que vous dirigez? Vous travaillez comment? Avec quelles statistiques? Avec quelle observation? Comme vous parlez d'observatoire? Alors, vous savez, comment nous travaillons de manière pratique? Déjà, nous faisons une surveillance mondiale des usages du numérique. Surveillance, ça fait peur. Vous n'êtes pas la NSA. Non, à la limite, je dirais une veille. Une veille, voilà. Technologique. Là, ça rassure, mais surveillance, ça fait peur. Une veille technologique thématique parce que nous sommes exclusivement sur les usages sur le numérique. Cela veut dire que nous sommes un peu spécialisés. Ce qui nous intéresse, c'est pour répondre à une question théorique. C'est-à-dire que, au plan scientifique, ce que nous cherchons, c'est à partir des théories que nous avons sur le numérique. Parce que comment avance le numérique? Comment les humains, les spécialistes, parviennent à faire des innovations dans le domaine du numérique? Ça, où est-ce qu'ils tirent leur inspiration? La médiologie, elle a quelque chose à voir avec vous. Je sais qu'un certain Régis Debray y excelle à l'échelle internationale. Est-ce que ça vous titille un peu, ça vous regarde un peu? Voilà. Moi, je dirais qu'eux, ils sont plutôt... La seule différence ici, c'est qu'eux, ils sont focalisés sur les médias classiques, tandis que nous sommes dans l'ensemble des usages, dans tout le dispositif du numérique. Mais Régis Debray parle de vidéosphère pour inclure justement toutes ces innovations. Voilà. C'est peut-être la perspective scientifique qui est différente. Nous, ce que nous souhaitons évaluer, c'est de voir l'influence des utilisateurs, des usagers des TIC sur les innovations. Elle existe, cette influence présumée? Effectivement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aujourd'hui, même votre enfant, sans lire une notice,
peut utiliser votre téléphone. Je donne l'exemple de ma fille qui a 2 ans, qui aura bientôt 2 ans, qui fait des choses dans mon portable. Moi-même, je ne sais pas où est-ce qu'elle les a stockées. Et elle, moi, je n'ai jamais vu ce qu'elle lit dans mon portable. Et quand je lui donne le portable, elle-même, elle parvient à y aller et suivre. Et quand elle finit, elle les cache. Je vous dis qu'elle a moins de 2 ans. Ça veut dire quoi? Que les humains, ce que nous faisons sur notre portable est bien suivi d'autre part par ceux qui conçoivent ces portables. Et à partir de notre manière d'utiliser les portables, ceux qui conçoivent les portables améliorent les technologies. Et là, on est au cœur du big data. Voilà, ça, c'est des théories scientifiques. Qui influence qui? Est-ce que ce sont les fabricants qui influencent les utilisateurs ou est-ce que ce sont les utilisateurs qui influencent les fabricants? Est-ce qu'on ne s'influence pas mutuellement justement pour faire évoluer un peu les usages? Effectivement, mais le scientifique chercherait à savoir à quel degré. À quel degré l'un influence l'autre. Et à partir du degré également, on peut prévoir le futur. On peut dire sur quoi maintenant baser pour accélérer le calcul, le fameux calcul. Un beau climat à Sanar ce dimanche, comme pour coller avec ce numéro spécial réseaux sociaux qui reçoit Fernand Nino Mendy, expert de ces questions. On marque une pause, comme annoncé tout à l'heure, une pause de 25 minutes, le temps d'écouter les dernières infos de ce dimanche et l'on se retrouve juste après. E-Tech, Ousmane Gueye sur e-Radio. Chercheur junior en sciences de l'information et de la communication, doctorant finaliste en co-tutelle entre l'Université Paris 13 et l'UGB de Saint-Louis avec pour focus la citoyenneté numérique au Sénégal et les civic tech, Fernand Nino Mendy nous fait le plaisir et surtout la fidélité d'être notre invité ce dimanche 14 novembre 2021 dans l'émission E-Tech, directeur aussi d'ONU Méris, l'Observatoire des usages du numérique du Sénégal, et c'est pour cette qualité, cette casquette principalement que nous le recevons ce dimanche. J'ai envie dans la seconde partie qu'on démarre parce que le projet suscite beaucoup d'inquiétudes par l'encadrement voulu des réseaux sociaux au niveau du Sénégal. Vous en pensez quoi? Parce que quand on parle d'encadrement, on parle de cadre. Et qui parle de cadre, parle de limite ou de limitation. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, on n'est pas fondé à s'inquiéter? Je voudrais parler d'abord d'un étonnement qui n'en est pas un au fond. Parce que dans toute l'histoire médiatique du Sénégal, l'État a toujours tenté d'encadrer et n'a jamais réussi. Comment aujourd'hui l'État du Sénégal peut nous parler d'un encadrement qui vise exclusivement ou particulièrement les réseaux sociaux? Nous avons des lois sur la cybercriminalité. Nous avons des lois généralement dans la communication électronique qui suffisent. Pourquoi c'est étonnant? Parce que ici il y a une disproportionnalité qui voudrait que l'État du Sénégal, qui ne parvient pas à faire voter une loi sur l'information d'intérêt public, l'État du Sénégal qui ne parvient pas à être à jour d'une certaine manière sur les différents engagements relatifs au programme, au partenariat mondial pour le gouvernement, etc. Mais comment cet État qui se refuse de donner aux citoyens les moyens d'exercer leur citoyenneté vient vouloir encadrer la liberté spécifiquement dans le domaine des réseaux sociaux? Ça ne veut rien dire. Mais l'étonnement ici, le second étonnement, c'est quoi? C'est que je suis étonné parce que vous ne pouvez pas avoir des experts, des spécialistes du numérique dans le gouvernement et penser comme ça ou tout simplement parler de cette manière. Ça pose problème pour une raison très simple. Tout le monde sait qu'il n'y a aucun encadrement extraordinaire qui peut tenailler les citoyens, les usages des citoyens dans les réseaux sociaux. C'est impossible parce que les réseaux sociaux ont des acteurs qui dépassent les frontières sénégalaises. Les réseaux sociaux ont des acteurs qui sont aux États-Unis. Et d'ailleurs, dans l'histoire des réseaux sociaux sénégalais, vous regardez aujourd'hui les plus grands activistes dans les réseaux sociaux, mais ils ne sont pas au Sénégal. Faites le constat. Tous, et moi-même en tant que spécialiste des civic tech, des technologies civiques, au début de mes enquêtes, je me suis rendu compte que tout ce qui avait initié Sénéweb même à l'époque, à sa naissance, ce n'était pas au Sénégal. Avec Abdou Salam Falk, nous avons reçu dernièrement sur e-Radio avec Alassane Samodiop et qui
qui est aux États-Unis comme informaticien. Seneweb était né avec l'objectif d'informer la diaspora. Et c'était la diaspora qui a beaucoup investi dans Internet. Et c'était certes pour communiquer et tout. Après, il y a eu ces mouvements d'activistes. Et même jusqu'au moment où nous parlons, les plus grands activistes qui font le plus peur, à la limite, à notre sécurité publique, ne sont pas dans le territoire sénégalais. Que pouvez-vous faire pour que ces gens arrêtent ce qu'ils font? Cela veut dire quoi? Et puis, l'Internet, c'est une expression humaine. Avant tout, c'est une expression sociale et personne a intelligence. Je le dis souvent, que s'il y a des gens qui pensent être plus intelligents que d'autres, que s'il y a des gens qui pensent avoir une certaine exclusivité de l'intelligence pour pouvoir encadrer Internet ou encadrer les réseaux sociaux, ils se trompent lourdement. Et je ne peux pas comprendre que des gouvernants se permettent ce type de discours parce que c'est inutile. Est-ce que d'ailleurs parfois l'émotion ne l'emporte pas sur la réflexion, parce que le constat qui s'offre à nous, c'est que c'est toujours au lendemain d'une dérive en tout cas supposée, que l'on remet un peu sur la table le fameux débat. Mais c'est la raison pour laquelle, vous savez, un gouvernant, la pire erreur qu'un gouvernant ou le pire défaut qu'un gouvernant peut avoir, c'est de manquer de lucidité. Diriger un appareil comme l'État, quel que soit le niveau de responsabilité, la qualité minimale du leader, c'est la lucidité. Alors, c'est pour dire que vous ne pouvez pas vous baser sur des scandales, sur un état de choc, une émotion, pour dire que vous allez aller dans le sens d'une régulation singulière relative aux réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas une qualité, et aucun spécialiste sérieux qui a une certaine... Si je vous ai dit que nous menons une veille mondiale, les Sénégalais s'éduqueront eux-mêmes. Si c'est ça qui inquiète, les Sénégalais s'éduqueront eux-mêmes. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que les Sénégalais faisaient sur Internet, mais qui vont s'arrêter naturellement. Et ça, c'est les sociétés humaines. Y compris les vidéos compromettantes que l'on publie? Mais vous allez voir, parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une législation particulière qui peut aller dans le sens de ces vidéos? Mais tout ce qui doit être dans l'arsenal juridique, judiciaire, pénal pour encadrer ces dérives est déjà là. Je ne sais pas quelle autre loi on va inventer pour encore cerner cela, mieux légiférer. Il n'y en a pas. Les Sénégalais vont arrêter de même. Et ils vont se rendre compte que c'est une question de société qui, en général, passe. Et à voir de près, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que les Sénégalais faisaient sur le net qu'ils ont arrêtées. Et ça va être comme ça, c'est humain, les gens apprennent et ils avancent. Mais nous parlons d'innovation. Il est possible qu'il y ait bien des franges de la société pour laquelle les réseaux sociaux sont une découverte. Mais avec le temps, ça va disparaître. Moi, c'est ma ferme conviction. Et nous restons dans le domaine de l'intelligence. C'est une bataille d'intelligence. Les humains sont nés intelligents et personne ne peut arrêter le développement de ce quotient-là. C'est ça la vérité. Autrement dit, il n'y aura pas de barbarie au cœur de la civilisation, comme dit Freud. Très rapidement, Fernand Hino Mendy, notre invité ce dimanche sur iRadio, toujours sur les réseaux sociaux, vous nous dites que de toute façon, le Sénégalais va apprendre, mais est-ce que ça ne risque pas, comme dit l'autre, d'être trop tard? Non, vous savez, une société aussi... Si on en revient à la vie privée et à ces vidéos qui font l'autre actualité. Oui, mais vous allez vous rendre compte, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les Sénégalais en général qui ont eu à poser des actes répréhensibles au regard de la morale et au regard de la loi, mais pour la plupart du temps, ils l'ont regretté. Regardez bien l'histoire de tous ceux qui ont eu des problèmes avec la justice suite à des publications qu'ils ont faites au Sénégal dans le domaine des réseaux sociaux. Mais pour la plupart, ils l'ont regretté. Et certains même ont fait l'effort de quitter les réseaux sociaux. Cela veut dire que les gens apprennent. Et dans le domaine du savoir qu'est le numérique, on peut parler aussi, on parle de société apprenante. Une société apprenante, c'est une société intelligente qui apprend sur la base de ses erreurs pour se construire son numérique. Le numérique aussi a une dimension identitaire culturelle. Les gens l'oublient. Et tôt ou tard, nous allons en arriver là. Il permet certes de révéler l'état de notre société, mais il permet aussi de corriger certaines choses. Il y a beaucoup de choses que l'on faisait dans la cachette, que les réseaux sociaux ont mis à nu, mais les gens vont se comporter mieux
plus tard. Donc nous sommes aussi, les Sénégalais, dans le cadre même de nos études, nous avons vu qu'au Sénégal, il y a une partie qui fait vraiment dans ce qu'on appelle une société apprenante, une société qui apprend de ses erreurs. Dans le domaine du numérique aussi, moi je reste convaincu que nous sommes encore, et dans plusieurs domaines, une société apprenante. Et donc ça va évoluer, il faut juste faire preuve de patience. C'est aussi simple que ça va évoluer. Je vous ai dit que tous ceux qui ont été concernés ont eu des regrets, certains se sont retirés parfois carrément des réseaux sociaux. Vous avez vu vous-même que certains jeunes, ceux qui ne connaissent pas, font certaines erreurs, mais avec le temps, vous allez voir, ça va diminuer. Ça, c'est mon intime conviction. Il y a des débats, il y a des questions de société pour lesquelles il faut donner du temps au temps. Et ça, c'est les humains. À chaque fois que l'arsenal juridique pénal se renforce, de l'autre côté, vous renforcez parfois la récidive. Parce que nous sommes des humains, nous aimons la liberté. Et à chaque fois que nous voyons quelqu'un qui n'a rien de plus que nous défier en voulant limiter notre liberté, pour nous, il défie notre intelligence. Il défie notre dignité. Et ce sursaut nous amène toujours, nous aussi, à créer des chemins, des alternatives pour faire face. Ça, c'est humain et personne ne peut l'arrêter. Et plus globalement, le rôle des réseaux dans l'émancipation des femmes, parce que de plus en plus, on parlait un peu de cet accès devenu plus facile aux médias, à l'opinion, mais plus généralement, est-ce qu'on peut revenir sur les réseaux sociaux et émancipation des femmes, par exemple, utiliser les réseaux pour vendre avec les statuts WhatsApp, Facebook, entre autres? Mais vous savez déjà, que ça soit aujourd'hui, que ça soit hier, je parle de l'histoire de notre pays, l'histoire sociale de notre pays, les jeunes et les femmes, dans tous les domaines, pour la plupart du temps, sont relégués au second plan. La place est laissée à ceux qui ont un certain âge. On dit toujours aux jeunes que l'avenir est devant vous, tandis qu'il faut l'avenir de demain, c'est aujourd'hui. On dit toujours aux femmes que voilà, il faut attendre vous aussi. Tant que l'homme est là, il faut attendre demain. Mais là, il y a eu une sorte, je ne parlerai pas de révolution, mais d'évolution. Je vous donne un exemple. Une illustration très simple. Beaucoup de célébrités femmes sont parties des réseaux sociaux pour aller vers les médias classiques. Il y a peu qui sont partis dans leur parcours médiatique, dans ce qu'elles font. Elles ont rarement quitté les médias sociaux, les médias classiques pour aller vers les médias sociaux ou les réseaux sociaux. Vous voyez, cela veut dire quoi? Que les réseaux sociaux ont permis ont cassé certaines barrières sociales pour permettre aux jeunes et aux femmes de prendre leur place. Qu'est-ce qu'un leader aujourd'hui dans les réseaux sociaux? C'est quelqu'un qui a de la connaissance et qui en fait part, mais aussi c'est quelqu'un qui est suivi et qui fait preuve d'expertise dans un domaine. Tandis que dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un qui, s'il n'avait pas cette possibilité de se vendre de manière marketing dans les réseaux sociaux, il n'aurait jamais paru. Donc il y a une sorte de justice sociale que les réseaux sociaux ont amené. Et ça a l'avantage des femmes et des jeunes, qui socialement, quoi que l'on dise, étaient jusque-là bloqués. Oui, Fernand Nino Mendy, notre invité ce dimanche sur iRadio dans l'émission E-Tech, la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Nous y sommes, on aimerait bien avoir votre regard d'abord parce que nous sommes dans un milieu universitaire sur les offres de formation. Est-ce que de plus en plus vous pensez qu'elles sont adaptées à ce qu'on appelle les nouveaux métiers du numérique? Oui, vous savez, aujourd'hui, je vous ai parlé de formation de communication multimédia et marketing digital. Aujourd'hui, presque, c'est des filières qui existent dans presque toutes les universités. Je ne dirais pas d'abord privées, mais dans toutes les universités publiques de l'État. Il y a déjà le fait que, depuis longtemps, nous étions avec l'Université virtuelle africaine, qui a fait la promotion de l'enseignement ouvert à distance. Aujourd'hui, même en dehors même de l'UVS, qui est connue pour être vraiment une université dont c'est l'identité, la nature et l'histoire, dans toutes les universités du Sénégal, il y a des formations qui se donnent avec ce type d'enseignement-là. Mais au regard également des besoins du marché, il y a des formations qui sont calibrées exclusivement dans le domaine du digital. Je parle de marketing digital, je parle d'inbound marketing, qui est, comme on dit,
la dernière génération de type de marketing aujourd'hui qui est venue avec Internet. C'est enseigné dans beaucoup d'universités publiques. Cela veut dire que les universités s'adaptent aujourd'hui. Moi-même, j'ai au moins plus de 200 étudiants qui sont formés à l'UVS, par exemple, dans le domaine de l'inbound marketing. Voilà. Et nous sommes bien au Sénégal. Il y a aussi, est-ce que chez vous à Sanar, c'est une problématique prise en charge, oui. L'intelligence artificielle? D'ailleurs, quand on parle de calcul, on n'est pas loin de là. Mais nous avons l'UGB a eu, dans le cadre d'une compétition de la Banque mondiale et de l'Association des universités africaines, a eu à avoir un centre d'excellence africain en informatique, mathématiques et TIC, qui fait également dans la recherche. Et dans ces domaines, dans ces missions de recherche, il y a fondamentalement la question de l'intelligence africaine, de l'intelligence artificielle. Et ce qui est intéressant, parce que quand vous parlez de recherche dans l'intelligence, dans le domaine de l'intelligence africaine, cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est des constructions intellectuelles qui ont une dimension mondiale. C'est-à-dire ce sur quoi les gens mènent leurs recherches dans le domaine de l'intelligence africaine, dans l'intelligence artificielle, ce n'est pas des petites questions là, c'est des questions qui peuvent avoir un impact dans le monde entier. Et effectivement, l'UGB est déjà engagé depuis plus de 4-5 ans à fond, à travers ce centre dont je viens de vous parler, sur l'intelligence. Et on rappelle que le premier directeur du centre de recherche en intelligence artificielle que Google a implanté au Ghana, Moustapha Cissé, il est parti de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Fernand Inomendi, chercheur en sciences de l'information et de la communication, nous fait le plaisir de passer dans le magazine e-tech de e-radio ce dimanche consacré à l'actualité de la technologie au Sénégal et ailleurs. On reste toujours sur la semaine mondiale de l'entrepreneuriat avec cette fois l'impact. Est-ce que vous pensez qu'il y a de l'impact depuis le temps qu'on organise cet événement au Sénégal? Non, c'est toujours bien parce que impact ou non, je ne saurais trop en dire, mais ce qui est essentiel, c'est que aussi l'événementiel, parce qu'au-delà du fait que c'est dans les médias et tout, il y a des rencontres qui sont à la limite scientifiques, qui permet à des professionnels de se réunir et d'évaluer quelque chose. Aujourd'hui, avec l'avènement de cette journée, ça a permis à des spécialistes comme moi de m'arrêter et de voir. Et effectivement, le Sénégal est l'un des pays qui avance sérieusement dans le domaine du commerce électronique. Et des journées comme celle-ci permettent de s'arrêter pour dire où est-ce que nous en sommes. Des professionnels parlent des forces et des faiblesses du secteur. Et l'État aussi, je pense que c'est là aussi qu'il faut féliciter l'État. Parce qu'avec la plateforme Gaïndé 2000, etc., de la douane et autres, il y a des travaux très importants qui malheureusement, je pense, ont un problème de vulgarisation. Les gens peut-être ne connaissent pas, mais la douane et autres sont en train de faire des travaux très importants pour mettre à la disposition de tous ces entrepreneurs qui sont dans le domaine du numérique des informations sur certains commerces transfrontaliers. Et malheureusement, les gens n'ont pas connaissance de ça. Cela veut dire quoi? Que le Sénégal bouillonne. Et les entreprises aujourd'hui dans le domaine, les startups aujourd'hui, des entreprises qui sont exclusivement électroniques, se multiplient au Sénégal et font des chiffres d'affaires. Et non seulement, en dehors même de ces entreprises organisées, légales et tout, à côté, il y a des jeunes aujourd'hui qui peuvent voir un boutiquier qui a des stocks aux États-Unis, qui font des publications au Sénégal à partir de leur chambre, et des gens commandent et achètent et ils se font des affaires, ils gagnent des bonus, etc. Donc, cela veut dire quoi? Que le numérique apporte beaucoup de choses. Et dans le cadre de ces journées, à chaque fois, les gens s'arrêtent pour faire le point. Et ce point est déterminant parce qu'il parvient à amener l'État, les entrepreneurs et les théoriciens à corriger certaines démarches. Donc c'est important, ça a un impact en tout cas sur la manière dont le marché fonctionne parce que de nouvelles idées sont injectées. Parlant de marketing, quelle devrait être la réponse des Africains à l'offensive occidentale des géants de secteur? Je pense à Amazon, je pense aux autres. On devrait s'y prendre comment pour vous qui travaillez aussi, qui réfléchissez aussi à ces questions? Vous savez, il y a un type de produit, peut-être je dirais même des produits industriels, que ces plateformes étrangères ou européennes ou américaines distribuent au Sénégal et qui intéressent, ou en Afrique, qui intéressent les Africains. De la même manière,
il y a des produits fabriqués à la main qui intéressent ces Occidentaux. Ce qu'il faut travailler donc, c'est quoi? C'est parfois même si on ne va pas dans le sens d'en créer, mais de trouver des partenariats qui permettent à ces produits africains d'être vus par les Occidentaux. Les boutiques africaines, les boutiques sénégalaises, les boutiques camerounaises, les boutiques ivoiriennes dans les pays occidentaux marchent. Et même dans le domaine de l'alimentation, des produits alimentaires, il y a énormément de produits africains qui sont choyés dans ces pays-là. Et pourtant, jusque-là, ceux qui les vendent le font à travers tout simplement de petites plateformes. Donc il faut aller dans le sens, c'est là où l'État aurait dû mieux réguler. C'est là où on entend, où la régulation de l'État, qui au lieu d'aller dans le sens de limiter les libertés d'expression des citoyens dans le domaine politique, doit réguler dans le sens économique, pour demander à ces plateformes de prendre en charge, de mettre en tout cas des clauses qui permettent à ces plateformes de montrer les produits africains au plan mondial. Et c'est là que toute la pertinence de ces plateformes peuvent trouver lieu dans les pays comme les nôtres. Fernand Mendy, formé à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, vous travaillez aujourd'hui, entre autres, pour le centre de calcul Ousmane Seck qui nous accueille ce 14 novembre 2021. Votre regard, et on va finir là-dessus, sur ce SANAR qui se massifie de plus en plus. Nous avions posé la question au recteur Ousmane Thiaré lorsqu'il est passé dans cette émission. Votre regard là-dessus, la massification poussée à SANAR, est-ce que c'est un coup dur à la fameuse excellence chez vous? Si on a le courage de nos idées, on n'ose pas... On est dans un espace universitaire, donc j'imagine qu'on est assez libre. Voilà, il y a quand même, comme on dit, l'UGB n'a pas bien absorbé la massification. Mais ça, c'est pour des raisons humaines. Quand les moyens ne sont pas à la hauteur des effectifs, de manière humaine, en management ou je ne sais quoi, même si vous avez le plus grand génie du monde, vous serez un géant aux pieds d'argile. Et ici, les pieds d'argile, c'est tout simplement cette qualité que vous n'allez pas pouvoir délivrer. Mais vous savez, à chaque fois que je commence un cours avec des étudiants, je donne un cours en première année de langue étrangère appliquée. Léa. Je donne également un cours, je pense, comme ça, en licence professionnelle d'assistanat juridique. Et à l'époque aussi, à la section de communication. À chaque fois, je dis aux jeunes, je commence mon cours parce que l'enseignement à tous les niveaux universitaires ou moyens secondaires, c'est d'abord les compétences scientifiques, le savoir, mais aussi le savoir-être. Je dis toujours aux jeunes, oubliez les conditions sociales. Que les conditions sociales ne soient pas un prétexte absolu ou un obstacle absolu pour vous empêcher d'être le meilleur. Et aujourd'hui, vu les talents qui sortent de l'UGB, il y a des problèmes, certes, des problèmes qui sont réels, mais il faut encourager les étudiants, les féliciter. Parce que là où vous dites les conditions ne sont pas réunies pour apprendre, à regarder autour de vous, il est possible de voir quelqu'un qui est 1000 fois moins défavorisé que vous et qui parvient à faire des résultats. Donc en général, je ne dirais pas que je sens une certaine impuissance en ce qui me concerne, mais moi, mon devoir, c'est de dire aux étudiants, battez-vous parce que vous êtes l'espoir de vos familles. Et ici, vous êtes venus représenter, au-delà de tout, une famille. Donc, en général, mon discours va dans ce sens. De les encourager, de les motiver pour que les conditions sociales ne soient pas des obstacles absolus à l'excellence. Comme ça, vous contournez la question? Oui, d'une manière, d'une part. Oui, est-ce que cette excellence-là, est-ce qu'elle peut subir un sacré coup, un coup dur, avec la massification un peu progressive de l'UGB? Oui, ça, c'est évident. Vous savez... Il y a une alternative? L'alternative, je ne dirais pas une alternative, mais tout simplement mettre les moyens à la hauteur des effectifs. Et ça, c'est l'État. C'est l'État. L'État vous force la main? Je ne sais pas trop, mais je sais que le ministère, aujourd'hui, oriente avec une certaine négociation avec les instances. Mais je sais que depuis quelques années, avec l'orientation à la limite pour tous, c'est le ministère qui décide un peu du nombre, même s'il y a une négociation avec les assemblées des institutions en général. Ça doit être étranger au niveau des étudiants que l'on décrit de plus en plus là aussi? Oui, il y a, c'est évident. Vous prenez une université comme la nôtre, à l'époque où vous-même et moi,
étions ici, nous savions que nous venions ici. Pour nous, ici, c'était la Sorbonne, c'était Oxford, c'était Harvard. Voilà, en venant à l'UGB, à l'époque, c'est cette image que nous avions. Nous venions très, très fiers. Je me rappelle que moi-même, quand j'ai eu mon bac, j'étais au Brésil, où on m'a proposé de prolonger mon séjour. Mais j'ai refusé pour revenir rejoindre rapidement cette université d'excellence qu'est Gaston Berger. Parce que tout simplement, en marchant ici, en voyant les autres, on savait qu'on avait le même mérite. Que quand même, dans ce Sénégal, c'était un mérite d'être orienté à l'UGB. Je ne pense pas au fond aujourd'hui que ça soit le cas. Voilà, ça c'est mon intime conviction. C'est peut-être personnel, mais c'est mon intime conviction. Et nous avons l'intime conviction de vous remercier, Fernandino Mendy. Merci beaucoup. Voilà, merci, c'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir accueillis à Sanar, spécialiste en stratégie et communication publique. Vous êtes chercheur en sciences de l'information et de la communication, doctorant finaliste en co-tutelle entre l'Université Paris 13 et l'UGB, qui est la vôtre, avec un focus, on l'a rappelé tout à l'heure, sur la citoyenneté numérique au Sénégal et les civic tech. Et évidemment, c'est pour cela que nous avons reçu principalement. Vous êtes le directeur de l'ONU-MERUS, l'Observatoire des usages du numérique du Sénégal. Merci encore une fois d'avoir été notre invité ce dimanche sur iRadio. Excellent dimanche et excellente semaine.